Salut à tous et bienvenue pour un nouveau petit tour. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque c'est un petit tour sans petit tour. Je vais interviewer mon invité à la maison. Il s'agit de Michel Carrière qui est un judoka haut gradé à Nice et qui pratique au Nice Judo Alliance. Donc c'est parti pour l'interview de Michel Carrière. Alors, je m'appelle Michel Carrière, je suis né à Toulouse le 21 novembre 1959. Alors pour les statistiques, j'ai besoin du métier de vos parents. Mon père était directeur de la mutualité agricole et ma mère était mère au foyer. Ok. Votre propre métier? Professeur de judo. Depuis quelle année? J'ai toujours fait ça, toute ma vie. J'ai 62 ans aujourd'hui et j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années. On va commencer par le commencement. Dans quelles circonstances vous avez commencé à pratiquer les arts martiaux? Alors pas forcément le judo, je ne sais pas si vous avez commencé par le judo. Non, j'ai commencé par le foot, j'ai fait une semaine et ça ne m'a pas plu. Et il y avait un club de judo qui venait de s'ouvrir juste à côté de l'endroit où on habitait avec mes parents, au port de Nice. Et j'ai commencé le judo, donc à l'ouverture de ce club, j'avais 10 ans. Quel était ce club? Ça s'appelait le Cercle Judo Taï-Shin. C'était au port donc? Au port. Ok. Et le professeur s'appelait Monsieur Pierre Baboulin, et il est mort il y a quelques années. D'accord. Il avait un judo qui était comment par rapport à celui d'aujourd'hui, rustique ou... Non, académique. Académique? Oui. Et, comme dans un bouquin? Non, c'était un bon judoka. Alors il n'avait pas eu un niveau exceptionnel, mais c'était un bon judoka. D'accord. Et qui était passionné et qui nous a fait découvrir le judo à toute une génération d'enfants à cette époque-là. Le judo c'était quelque chose de neuf, c'est pas comme aujourd'hui. Et il avait un certain charisme, c'était une pensée philosophique un petit peu, mais c'était quelqu'un de... Il était âgé quand vous l'avez connu? Non, pas du tout, c'était un jeune professeur de judo, il devait avoir 35 ans. D'accord. Et est-ce qu'il y avait du monde dans ce club? Oh, ça a commencé, non, ça a été un club de quartier, puis ensuite, oui, c'est devenu, c'est resté un club de quartier, il n'avait pas une vocation à faire de la compétition, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait pratiquement 300 licenciés, Oui, mais sur le quartier du port, il n'y avait aucune salle de judo, maintenant sur le quartier du port, vous trouvez 8 ou 10 salles de judo, donc c'est pas du tout comparable. D'accord. Alors, justement, en parlant du judo de cette époque, est-ce qu'il y avait d'autres clubs ou d'autres personnalités importantes que vous avez connues dans vos toutes premières années? D'autres clubs, oui, personnalités importantes... Oui, j'ai connu M. Midon quand j'étais enfant. M. Midon, c'est un des pontes du judo, un des pionniers du judo français. Il a notamment il a eu le poste de CTR pendant de nombreuses années sur la région PACA. Et il a vraiment donné une dynamique. C'est quelqu'un de très charismatique. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il y avait d'autres clubs de Nice dont vous entendiez parler? Il y avait le Stade Laurentin à l'époque, qui était le club le plus fort, avec José Larry, qui a été mon professeur, puisque j'ai quitté le cercle judo Taï-Shin à l'époque pour rejoindre le Stade Laurentin. Le Stade Laurentin, c'était le seul club qui faisait de la compétition dans la région. Enfin, Nice. Et autrement, sur Cannes, il y avait je crois que ça s'appelait le Dojo, mais l'AS Cannes, je crois. C'était M. Pinatel, Daniel Pinatel. ASLM peut-être? Non, je crois que c'était AS Cannes. Et Pinatel, qui est aujourd'hui 7e dan, je crois, et qui est quelqu'un aussi qui avait vraiment un personnage fort que je connais, je vois toujours, qui est à la retraite maintenant, mais qui m'a aidé notamment pour présenter le 6e dan, et à qui je suis très reconnaissant, qui est quelqu'un de bien. Est-ce qu'il y avait des clubs sur Nice, des interclubs ou des... Ah, non, pas trop? Il y avait la SPTT Nice à l'époque et le Kram Judo, c'était les deux clubs majeurs. La SPTT Nice avait quelques combattants. Qui étaient les professeurs de ces deux clubs? Je connais, mais je bug sur le nom du Kram. C'était M. Robecki, René Robecki. C'était les frères Robecki, c'était deux frères. Et ils avaient autrement à l'époque, ils avaient deux judokas phares. Ils avaient Berriot, qui était un sacré judoka, un mi-lourd. Et ils avaient Aramino, qui était à moins de 80 kg, qui était aussi très très fort. Voilà, Alors là, on parle des années 60-70? Oui, et alors c'était pas la même envergure. Le club le plus fort, c'était le Kram et le Stade Laurentin. Et au début, le Kram, et José Alary ensuite a donné une dimension au Stade Laurentin. Ça a été pendant une vingtaine d'années le club phare de la région, qui gagnait chaque année les championnats de région, qui se qualifiait pour les France, avec de bons judokas qui ont gagné les championnats de France cadet, junior. Il avait une bonne école de judo, la meilleure de la région.
D'accord. Alors justement, j'ai vu dans votre précédente interview, vous avez parlé du sport-études. Oui. Comment ça s'organisait à l'époque? On était, si on était intéressé par le judo, d'abord il y avait le sport-études Nice, ça a été le premier sport-études français. Donc je crois qu'il a ouvert en 75. Ça, José Larry vous le confirmera, vous le dira mieux que moi. D'accord. Moi j'ai fait partie de la section en 60, la deuxième section, je crois 76 si je me souviens bien. 76. Et on rentrait au sport-études parce qu'on avait fait quelques bons résultats au judo. Voilà, on intégrait le sport-études au parc impérial avec 5 entraînements par semaine dont s'occupait José Larry, qui était lui aussi un professeur très charismatique. C'était vraiment une figure du judo local. D'accord. Et national. Justement, c'est la prochaine personne que je vais interviewer. Voilà. Moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué, mais qui m'a marqué en tant que jeune, en tant qu'enfant, parce que j'étais un adolescent à l'époque, mais il m'a tellement marqué qu'il m'a inspiré en tant que professeur. D'accord. Vous avez parlé aussi du sport armé de Marseille avec Jean-Paul Coche. Oui. Alors ça, c'était toujours dans les années 60 ou on était déjà dans les années 70 à ce moment-là? Moi, j'ai fait le sport armé Marseille, c'était la première section, c'était en 77. Donc Jean-Paul Coche venait de terminer cette année-là sa carrière de sportif de haut niveau. Je rappelle qu'il a été de multiples fois champion de France, champion d'Europe, médaillé aux Jeux Olympiques. C'était un extraordinaire judoka. Donc la fédération lui a confié comme mission, après avoir mené une carrière de sportif de haut niveau, pour mission de s'occuper du sport armé Marseille, parce qu'il était issu de la région. Il a été licencié à Nice, il a commencé le judo à Nice au Judo Club de Nice, qui aujourd'hui fait partie, on a intégré le Judo Club de Nice dans Nice Judo. Il a commencé le judo là, et il a émigré à Marseille, ensuite je crois qu'il était à la SPTT Marseille. Ensuite il a été dans des clubs parisiens, et quand il est redescendu, il s'est occupé du sport armé. Donc première section, sport armé de Marseille. C'était destiné. Quoi ça consistait exactement? Alors il y avait le bataillon de Joinville, qui existait déjà, et la fédération, vu le succès qu'il y avait, s'est rendu compte que c'était difficile chaque année de prendre plus d'une vingtaine de judokas sur Paris. Donc ils ont décidé pour les gens du sud de la France de mettre une section qui concerne plutôt les judokas du sud de la France, donc à Marseille. D'accord. Voilà. Et donc c'était pendant le service militaire que ça se déroulait? Pendant le service militaire, quand on était appelé pour faire le service militaire, on postulait pour faire partie du sport armé de Marseille, et on était choisi sur seulement évidemment le palmarès sportif. D'accord. Alors, comment étaient les entraînements dans vos premières années? Est-ce qu'il y avait des grosses différences avec les entraînements tels qu'on les voit dans les clubs de judo de nos jours? Alors, de nos jours, il faudrait que j'aille voir ailleurs tout ce qui se fait. Je sais qu'il y a beaucoup de préparation physique, ça a pris beaucoup d'importance. À notre époque, c'était surtout la technique qui était importante. Et moi, j'ai eu la chance d'être formé par mon professeur, M. Baboulin, qui avait fait venir à l'époque Maître Hirano, Ryosaku Hirano, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Et Hirano, alors autant M. Midan m'a marqué, c'est M. Midan qui l'avait fait venir sur la région. Il avait fini sa carrière de haut niveau au Japon, il était jeune, il avait 26 ans et il a postulé pour être entraîneur en France et il a été accaparé par M. Midan qui l'a fait venir sur Nice. Et c'était magique parce qu'Hirano était l'un des... Pour moi, ça a été le plus brillant, c'était l'équivalent de Mozart à la musique, c'était un artiste. Et M. Baboulin donc, faisait venir Hirano, payait M. Hirano pour faire les cours au port, à la rue Faudéré. Et tous les soirs régulièrement, M. Hirano faisait cours et moi j'assistais au cours, je faisais le cours des enfants et j'assistais ensuite, je restais regarder le cours des ceintures marron, noires, le cours des adultes et pour regarder Hirano. Ça a duré quelques années jusqu'à ce que j'intègre son cours et vraiment c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Et donc il résidait sur la région, M. Alors il Hirano? résidait à Nice, enfin dans la région, je ne sais pas où est-ce qu'il habitait à l'époque, Antibes, Nice. Pendant un temps il a habité chez M. Midan à Antibes, je crois. D'accord. Et je ne veux pas dire de bêtises, je crois me souvenir de ça. Et donc il était entre Nice et Antibes, et ensuite il est parti sur Marseille, plus tard. Et il s'est occupé notamment du sport-études Marseille, où je l'ai retrouvé en 77. Et j'ai une anecdote amusante d'ailleurs, parce que je l'avais vu à l'âge de 14 ans, un truc comme ça, pendant quelques années, entre mes années où j'ai commencé, 14-15 ans. Et ensuite je l'ai perdu de vue, et à 17 ans et des poussières, parce que j'ai devancé l'appel. J'étais très jeune quand j'ai fait l'armée, j'ai revu M. Hirano à Marseille. Et j'avais grandi à l'époque, j'étais un jeune homme. Et il me reconnaît parmi la cinquantaine de judokas. Il me dit « Oh, toi petit avant, toi élève Baboulin ». Et puis là, ça a été ma fête tous les soirs, il me baptisait. Ça a été terrible. Mais c'était très bien, j'apprenais beaucoup avec lui.
Alors justement, en parlant de l'armée, dans quelle mesure l'armée était intéressée par le judo? Est-ce que vous avez par la suite vu que le judo était utilisé je sais quand on fait le service militaire, parfois on est formé, il y a un peu de close combat dans l'armée, ce genre de choses. Est-ce que vous avez vu l'utilisation du judo plus avant? Non, pas du tout. Okay. Alors l'armée a toujours une vocation sportive, donc je pense que c'est ce qui les intéressait. Marseille, ils ont fait ce centre d'entraînement qui a été, alors ils ont promu ça, il y a eu des émissions, il y a la télévision, le journal L'équipe qui était venu faire un reportage, on était des mini-vedettes dans le camp. Et donc c'était intéressant pour eux, je pense, pour donner une image sportive. Vous étiez dans quel camp? Sainte-Marthe, à Marseille. À part l'influence que vous avez eue de Bernard Midan lui-même, est-ce qu'il y a d'autres professeurs issus du Fort Carré qui vous ont influencé dans votre parcours? Alors du Fort Carré, je ne sais pas. Je sais que j'ai connu ensuite le Stade Laurentin avec José Larry. Le Stade Laurentin était en guerre, vous me passerez l'expression, avec l'AS Cannes de Pinatel. Parce que c'était les deux clubs un peu rivaux. Donc Daniel Pinatel aussi est quelqu'un qui m'a marqué parce que c'était un judoka avec un style particulier. Et à l'époque, ce qui était intéressant, ce qui était particulier, c'est qu'on primait la technique. La technique, c'était bien plus important que ce n'est aujourd'hui. C'est dommage. Aujourd'hui, c'est les ficelles de combat, la préparation physique, alors que la technique, les grands judokas, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont quelque chose. Techniquement, ils ont un plus par rapport aux autres. Donc ça reste extrêmement important. Et c'est négligé, je pense. Est-ce qu'il y avait à cette époque des moyens d'apprendre le judo ou des aides-mémoires dans des bouquins, dans des magazines? Est-ce qu'il y avait une formation théorique qui était disponible? Alors on pouvait trouver des bouquins que moi j'ai trouvé quand j'étais enfant, je me suis fait offrir par mes parents. Après il n'y avait pas tout l'apport d'Internet, voilà, bien évidemment, c'était pas la même chose. Est-ce que vous vous souvenez de 2 ou 3 bouquins qui vous ont marqué dans ces premières années? Je dois toujours les avoir. D'accord. Ouais. Vous avez les titres en tête? Non, pas du tout. Mais il y avait par exemple une planche, il y avait des planches de mémotechnique affichées dans le dojo, où il y avait des techniques par ordre de ceinture, je m'en souviens de ça, par ordre de ceinture. Et voilà, on se référait à ça pour apprendre nos mouvements, les mémoriser pour passer la ceinture, parce que le passage de ceinture était important à l'époque. D'accord, alors justement vous parlez des mémorisations des mouvements. Si vous avez commencé en 62, peut-être que la terminologie kawaishi, non. Déjà, ça a déjà fini? Moi non, mais ça venait de finir parce que mon professeur nous apprenait en japonais, mais c'était plus le premier de hanche, etc. C'était plus du tout comme ça, c'était fini. Okay. J'ai pas appris comme ça. Vous avez pratiqué la compétition et vous avez eu quelques résultats. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours en compétition en quelques mots? Alors j'ai été champion du département, de région, j'ai été en 77, j'ai été juste après... à la fin de ma première année de sport-études, j'ai été champion de France d'un championnat qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle les ceintures et médailles de l'équipe, qui était sponsorisé par le journal L'équipe. Et par la suite, je me suis 2 ans après, j'ai eu des pépins physiques. Même pas 2 ans après, en faisant l'armée, j'ai eu une hépatite virale. Donc ça m'a mis sur le flanc pendant des mois et des mois, ça a été terrible, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Ensuite, je me suis cassé une côte. Et ça a fait une tumeur, donc ils ont été obligés de m'enlever une côte. Donc encore des mois et des mois. J'ai fini par me casser un doigt, donc là aussi ça a été des mois de rééducation, une saison qui est foutue en l'air. Et puis après je me suis pété le tendon d'Achille. Ouais, j'ai pété le tendon d'Achille, et ça à l'époque c'était une blessure extrêmement grave, on n'en revenait pas, c'est pas comme aujourd'hui où des sauteurs, des joueurs de tennis, ils rejouent. Pété le tendon d'Achille, j'ai mal été opéré par un sagouin qui m'a fait une catastrophe, et ensuite je me suis opéré par un célèbre professeur à Montpellier, qui était catastrophé du travail qu'on m'avait fait. Il m'a remis sur pied, c'est le cas de le dire. Deuxième opération du tendon d'Achille parce qu'il avait répété, et il m'a recommandé de m'en tenir là pour ce qui est de la compétition. Et donc j'ai fait un petit peu des compétitions à 30 ans, mais entre temps j'ai rien fait. En fait j'ai arrêté la compétition, j'avais 22-23 ans. D'accord, ok. Ah oui, donc vous avez fait peu de compétitions en termes de temps. Oui, mais j'ai très peu de temps, j'ai été blessé très rapidement. Et puis les années où j'ai fait de la compétition, j'ai été blessé, c'est-à-dire que j'ai fait entre parenthèses à certains moments, 2-3 mois, puis j'ai eu une blessure qui m'a fait bouffer une saison. Est-ce que les premières blessures étaient dues à un surentraînement? Non, mais à l'époque, on ne savait pas trop. Par exemple, je me suis pété le tendon d'Achille parce que, j'avais de très mauvaises chaussures et je m'entraînais avec des marathoniens, donc on faisait des distances trop longues. On ne savait pas ça aussi à l'époque. Pour le judo, il faut faire des explosifs, il faut faire des fractionnés. Ouais. Et moi, je faisais tous les matins, on faisait 15 à 20 km. Donc c'est pas bon pour le judo avec de mauvaises chaussures. Donc j'ai eu une inflammation du tendon et je suis allé chez un docteur qui m'a fait une infiltration de cortisone directement dans le tendon. Et ça c'est à prohiber parce que ça ronge et ça m'a explosé le tendon en fait. Ok. Il y avait beaucoup de blessés dans les compétitions à l'époque de vos débuts? Non, pas plus que maintenant. Est-ce que les compétitions elles-mêmes ont évolué?
par rapport au début? Je sais que par exemple, les compétitions telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, c'est des événements vraiment importants, alors qu'à l'époque c'était plutôt artisanal. Oui, je suis de votre avis. Alors les championnats de France, ça restait des championnats de France, par exemple, c'était quelque chose de magique, et le niveau français était extrêmement fort. Mais c'est un doux euphémisme. Et les compétitions ont bien évidemment évolué du fait de la médiatisation. Les règles ont changé. Alors là, c'est peu de le dire. Voilà, et le judo est devenu un sport beaucoup plus pratiqué. Je crois qu'on n'était pas loin il y a quelques temps de 600 000 licenciés, alors qu'à l'époque, c'était, j'en sais rien, je ne connais pas les chiffres, mais c'était peut-être 80 000 ou 100 000, ou je ne sais pas. D'accord. Alors, vous parlez des règlements qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé de plus marquant par rapport à vos débuts? Alors, au début, je pense que c'était empirique, et puis on était très imbibé du judo japonais. Le judo japonais qui détient des secrets, et je pense que à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faudrait essayer de comprendre. Et le secret pour moi, c'est la place qui est donnée à la technique, à l'uchikomi, la répétition de mouvement. Ça c'est des éléments majeurs qui sont négligés aujourd'hui. Aujourd'hui, on met l'accent sur la préparation physique, sur la préparation mentale, mais le judo, ça reste la base. Et voilà, les règles ont changé aussi. Maintenant, il est interdit d'attraper les jambes. Ça, pour moi, c'est une incongruité, parce que les mouvements où on attrape les jambes, au début du judo, ça faisait partie des techniques enseignées. Alors, l'interdiction date de quand, à peu près? Je ne saurais pas vous le dire. Il y a quelques années, c'est assez récent. Hein. D'accord, ok. Et justement, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le judo de compétition? Alors, je pense que ça a été donné dans un esprit de donner plus d'importance au judo d'attaque, au beau judo, de manière à séduire les gens, notamment quand ça passe à la télévision. Ils ont changé aussi l'arbitrage. Avant, il y avait Koka pour une prise qui finissait sur les fesses, Yuko sur le côté, Wazari presque sur le dos, mais pas tout à fait, où ça manquait un peu de force, et Ippon, c'est la prise définitive, bien sur le dos. Et maintenant, Wazari, c'est lorsqu'on tombe sur les fesses, c'est Wazari, et deux Wazari, 2 fois tombés sur les fesses, ça fait Ippon. Et Ippon, c'est toujours nettement sur le dos. Mais ça, pour moi, c'était mieux avant. Parce que le Koka, c'est quelque chose qui était concret, qui était marqué au tableau. Il fallait lutter pour revenir dans le score. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça parce que le judo se perfectionnant, c'est devenu plus difficile de marquer un véritable Ippon? Non, je pense pas. Je pense que c'est toujours pour donner une belle image du judo, pour que ça soit plus visuel. Je pense pour la télévision notamment, pour que les gens qui viennent assister à une compétition de judo trouvent ça plus beau, pour éviter aussi les gens qui, ayant marqué un Koka dans un match, bloquent tout et essaient de préserver ce Koka. Ça, on voyait ça souvent, ça passait quand une finale olympique, le mec qui avait marqué un Koka, il n'allait pas faire le fou, sa vie allait en changer. Financièrement, il allait devenir aussi quelqu'un. Donc le gars qui avait un Koka, c'était rideau, on ne voyait plus rien. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Mais moi, globalement, je trouve que c'était mieux avant. D'accord. Je suis pas le seul. On a parlé de votre parcours en compétition. J'ai pas encore évoqué vos grades. Alors, en quelle année vous avez eu le premier Dan? 77. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes 6e Dan, si je ne dis pas de bêtises. 6e Dan depuis quand? 16 ans, je crois. Ah oui, ça fait un moment. Ah oui, donc depuis 2005, quelque chose comme ça? 6. 2006, ok. Depuis quand vous enseignez le judo? Depuis, en sortant de l'armée, j'ai commencé à aider mon professeur, j'avais 19 ans. Donc ça doit faire 77-78? Oui, 78. Ok. Et c'était toujours au club de Pierre Baboulin? Au club de Pierre Baboulin, rue Faudéré, le cercle judo de Taishin. Taishin, ça vient de Shinditai, du japonais, le corps, l'esprit, la technique. Et lui, il en avait fait Taishin. D'accord. Alors, vous étiez d'abord, je suppose, assistant du professeur, oui. Puis vous avez commencé à enseigner vous-même. Est-ce que c'était au sein de ce même club? Alors oui, c'est-à-dire que Baboulin avait fait, comme il avait beaucoup de succès à l'époque, étant le seul club du quartier notamment, et puis il y avait très peu de clubs à Nice, il avait fait une seconde salle à l'arrière, il y avait le dojo principal devant, une seconde salle derrière, donc on dédoublait le cours des enfants des 7-10 ans notamment et des 4-6 ans, on les dédoublait en 2 cours, une certaine partie passait avec moi derrière, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Je crois savoir que le judo enfant s'est justement développé dans ces années-là, dans les années 60-70. Oui. Vous avez vu ce développement? Oui, d'abord ils ont changé le mode d'enseignement, ils ont créé une section dont faisait partie mon professeur, M. Baboulin, une section pour étudier l'approche du judo auprès des enfants.
Donc ils ont créé des jeux qui permettaient, notamment pour les tout petits, de les faire travailler sans qu'ils s'en aperçoivent en jouant, leur faire découvrir le judo à travers des jeux. C'était bien pensé d'ailleurs. D'accord. Donc il y a eu des bouquins qui sont sortis, que j'ai toujours d'ailleurs, des bouquins qui sont sortis pour... vraiment c'était en fonction des tranches d'âge pour apprendre. Un judo très pédagogique. Oui, très pédagogique, c'est ça. Il me semble aussi que ça a été le début de l'incorporation de plus en plus de femmes dans le judo et en particulier en compétition. Oui, les années 80, ça a commencé aux années 80. Je me souviens, il y avait une jeune femme à l'époque, Paulette Fouillé, qui a été plusieurs fois championne du monde, qui avait un bel Uchimata. Il y avait Brigitte Dédier qui a été cadre technique à la fédération aussi, qui a été championne du monde aussi, qui était de bonnes judokates. Et le judo féminin a commencé comme ça. Et à l'époque, c'était très peu pratiqué dans le monde. Je pense que les Français ont vraiment été des pionniers. Donc ils ont pris une réelle avance sur les autres nations à ce moment-là. D'accord. Alors justement, on a parlé un petit peu du judo pour les enfants, du judo féminin. C'est vrai que c'est un judo qui est en général à valeur pédagogique. On utilise ce judo-là comme un vecteur de philosophie, de valeur morale. Vous avez vu ça dans votre propre club? Alors, j'ai vu ça notamment parce que c'est M. Midan qui est l'instigateur de ça. M. Midan, en fait, il a pris le Bushido, le code d'honneur des samouraïs japonais, et il a essayé il a réussi parfaitement d'ailleurs. Il l'a repensé, et il en a fait le code d'honneur, le code moral des judokas, avec la politesse, l'honneur, la modestie, le contrôle de soi, l'amitié, toutes ces valeurs qui sont éducatives et qui se perdent un petit peu aujourd'hui. Donc à l'époque, il avait été lancé une série d'autocollants qui illustraient avec Astérix et Obélix, qui illustraient ces valeurs, et on pouvait faire gagner aux enfants des autocollants comme ça. Je trouve que c'était magique ça pour les enfants. Voilà, donc j'ai vu ça, effectivement, j'ai vu ce changement qui se perd aujourd'hui. On ne pense plus au code moral, et c'est M. Midan qui a remis ça au goût du jour. D'ailleurs, il avait créé à l'époque un magnifique poster comme ça avec les valeurs du code moral, et le premier qui a été fait, parce que M. Midan m'aimait beaucoup et moi je l'aimais aussi énormément, il m'avait dédicacé, je l'ai toujours, le code moral du judo. D'accord. Alors, on va parler un petit peu plus de la vie du club maintenant. Oui. Donc, vous avez commencé à enseigner, à reprendre l'enseignement vers les années 78. Comment vous êtes passé de professeur assistant à reprendre le club et puis jusqu'à arriver à être professionnel? Alors, déjà, quand j'étais enfant, je me souviens que quand j'ai commencé le judo quelques années après, je disais à mes parents que je voulais être professeur de judo. Et mon père voulait que je fasse des études, et moi je lui disais ça sert à rien, parce que je m'étais renseigné, ça sert à rien, moi je voulais vraiment bifurquer pour être professeur de judo, je perds mon temps. Et l'école, à l'époque j'étais dyslexique, je suis dyslexique, et c'était pas décelé chez les enfants, on ne s'occupait pas des enfants comme aujourd'hui. Donc j'avais beaucoup de mal à me concentrer, et l'école c'était assez difficile pour moi, ça m'intéressait pas en fait. Et donc mon professeur pensait aussi que je pouvais être professeur de judo. Monsieur Midan, je vous l'ai dit tout à l'heure, m'avait dit que je serais un bon professeur de judo. Il avait bien senti parce que j'étais passionné par ça. Et quand je me suis blessé très jeune, c'est devenu évident pour moi que pour faire du judo, il fallait que je m'oriente vers la carrière de professeur de judo, que je ne pourrais pas faire de compétition. Donc voilà. Donc j'ai mis toute mon énergie que j'aurais pu mettre pour faire des compétitions à l'époque dans l'enseignement et m'occuper de jeunes. Leur transmettre ce que m'avait transmis monsieur Hirano. Et donc je me suis énormément servi de ce que m'avait donné M. Hirano dans les bases techniques que j'ai pu donner aux jeunes à l'époque, et même aujourd'hui, leur donner cette approche. D'accord. Et le club a évolué. Alors j'ai cru comprendre que le club avait changé de dénomination à un certain moment. Oui. Alors quand M. Baboulin a émis le vœu d'arrêter, parce qu'il avait créé une société de pêche en Alaska, donc il ne s'occupait plus du tout de judo. À l'époque, j'étais dans les murs, donc il m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de racheter les murs du club et de racheter le club? Donc c'est ce qu'on a fait un montage pour que je puisse racheter le club. Et lui, moi j'ai pris de plus en plus d'importance dans le club, et lui s'est retiré petit à petit. Donc la transition s'est faite tout doucement. En quelle année c'était? 82, 3, j'ai commencé en 80, voilà, dans les années 80. D'accord. Voilà, 80, à partir de 80, voilà, on a fait la transition petit à petit sur quelques années. Voilà, il faisait de moins en moins de cours et moi de plus en plus de cours. Et j'avais mes idées à moi, je commençais à... Donc c'est à cette époque-là aussi là que je suis parti au Stade Laurentin, qui était le seul club dans la région où on pouvait faire du judo de haut niveau. On a parlé un petit peu de l'interdiction des prises de jambes. Est-ce que ça a eu une influence sur votre manière d'enseigner ces évolutions de la réglementation en compétition?
Non, pas tant que ça, parce que le judo japonais, c'est pas un judo qui travaille beaucoup aux jambes, c'était plutôt pour contrer l'influence je pense que ça a été décidé pour ça, contrer l'influence des pays de l'Est qui travaillaient beaucoup aux jambes, de la lutte, vous voyez, qui était toujours dans les jambes, et ça c'était atroce. Il y avait des gens qui étaient à quatre pattes, qui poussaient, qui attrapaient une jambe, qui poussaient, mais ça on aurait pu l'interdire sans pour autant interdire un bote guruma où on soulève, on projette l'adversaire. Voilà. Et donc, effectivement, d'après ce que j'ai pu comprendre avec mes précédentes interviews, il y avait des gens qui étaient des lutteurs, oui, qui s'inscrivaient aux compétitions de judo, et comme les prises de jambes étaient autorisées, évidemment, c'était plaisir, et ils remportaient certaines compétitions, même parce qu'ils étaient forts en Alors, moi, j'ai eu le cas de Sanassar Ovanessian, qui a été 2 fois champion olympique, je crois, qui était un lutteur russe qui était venu dans la région, qui effectivement était très fort. Maintenant, dire que des lutteurs remportaient des championnats, j'ai pas d'exemple. J'ai jamais vu de lutteurs remporter des championnats importants. Ou j'ai Michel Meige, un ami avec qui j'étais en classe à l'époque, qui était le meilleur lutteur de la région. Il avait été 5e au championnat d'Europe, champion de France, qui est mort lors d'un accident de plongée il y a une vingtaine d'années, et qui était d'un très très bon niveau. Il aurait pu faire des performances en judo, mais c'est difficile de mener 2 carrières et d'être lutteur et judoka en même temps. Est-ce que le matériel que vous avez utilisé tout au long de ces années, depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui, a évolué? Oui, moi j'ai connu au début par exemple des tapis en sciure de bois avec une bâche dessus. Ensuite des tapis avec des pneus, un plancher monté dessus et des bâches aussi. J'ai connu les anciens tapis de judo en paille japonais très épais, extrêmement durs. J'en garde un souvenir ému quand il fallait faire les katas en chutant avec M. Midan qui voulait absolument qu'on fasse chuter à chaque fois. On y passait des heures avec les doigts qui gonflaient tellement ça faisait mal de chuter là-dessus. À des tapis maintenant qui sont plus du tout en tissu, c'est interdit pour des raisons d'hygiène parce que la transpiration coule dessus, c'est difficile à nettoyer. Maintenant ils sont en vinyle. Il y a plusieurs sortes de tapis maintenant de densité, dur pour la compétition, mi-dur ou voire souple pour les enfants. Donc oui, ça évolue. Ok, et à part les tapis, est-ce qu'il y avait du matériel d'entraînement? Je pense par exemple, maintenant je vois que les judokas utilisent beaucoup les élastiques. Oui, les élastiques c'est quelque chose qui s'est rajouté. Les kimonos ont aussi évolué puisque les kimonos pour lutter contre les gens qui faisaient lâcher le kimono systématiquement, eh bien, qu'il y avait des kimonos très courts, on a fait des kimonos plus longs, d'une densité plus légère parce qu'on avait des kimonos très rêches à l'époque, très durs, très épais, qui étaient difficiles à attraper, des kimonos beaucoup plus souples, donc le grammage du kimono est étudié, il faut avoir un label international pour combattre à l'international, ou voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les kimonos ont évolué aussi. D'ailleurs, les kimonos à l'époque de vos débuts, je pense qu'ils étaient directement importés du Japon. Oui. Ok, ça avait, d'après ce que m'a dit M. Houdard, ça avait une texture qui était assez rêche. Oui, c'est ce que je vous dis, c'était très épais, et on les attrapait, mais c'était plus facile de faire lâcher un kimono du fait qu'il était très épais, alors que maintenant ils sont beaucoup plus souples. Le kumikata, du coup, a évolué en fonction des... La stratégie du kumikata a énormément évolué. Ça, c'est un aspect du judo qui a changé. C'est devenu extrêmement tactique. On peut faire lâcher le kimono maintenant, avant aussi bien sûr, mais on étudie beaucoup l'approche par le kumikata. D'après ce que j'ai cru comprendre, la phase de kumikata est une phase très importante au moment d'entrer dans la prise. Ça l'est devenu aujourd'hui. Autrefois, quand j'ai connu le judo étant jeune, que je voyais des combats, des combats importants, les gens prenaient la garde. Chacun prenait la garde et ensuite le combat commençait finalement, alors que maintenant la prise du kimono est devenue extrêmement importante. Donc les gens sont sur les jambes, ils essaient de placer leurs mains ou de faire déjouer l'adversaire en faisant lâcher et reprendre ensuite pour être le mieux placé. Donc avant il y avait une certaine acceptation du kumikata. Oui, exactement. Okay. Je pense que ça c'est un élément important. Ouais. Il y a une véritable différence entre le judo de compétition et le judo traditionnel? Je veux dire une différence de fond dans l'approche qu'on peut avoir dans la pratique. Oui, parce que le judo de compétition, on est obligé de faire énormément de combats. Le judo traditionnel, par exemple, si vous devez avoir un cours traditionnel avec de la technique, beaucoup de techniques qu'on privilégie par rapport au randori. Et ensuite, le judo de compétition qui demande un investissement énorme parce qu'il y a les combats durant le cours, mais il y a tout ce qui est préparation physique, préparation mentale. Ça a pris une importance terrible. Est-ce que vous pensez que le judo est utile pour la self-défense? Ça peut l'être, oui, bien sûr. Je pense même que de tous les sports que je connais, j'ai pratiqué un peu de karaté. M. Baboulin voulait absolument qu'on fasse, il était lui-même issu du karaté, de l'aïkido, il voulait absolument qu'on ait des bases. Et je pense que c'est le sport le plus adapté pour la self-défense. D'accord. Alors, il pratiquait aussi le karaté, votre professeur? Oui, il était ceinture marron de karaté, je crois. Et il avait un cours au club?
Non, il faisait pas de cours parce qu'il était ceinture marron, il n'avait pas le droit, mais il avait un professeur de karaté qui dispensait des cours au club. Et une fois par semaine, on avait un cours de karaté, une fois par semaine, on avait un cours d'aïkido. Ça alors, vous vous souvenez du nom du professeur? Pas du tout. Bon, c'est pas grave. On n'a pas parlé du jiu-jitsu. Oui. Vous avez pratiqué le judo et je crois comprendre, d'après ce que j'ai vu dans les archives historiques, que dans les cours de judo de cette époque-là, 60-70, il y avait toujours un petit peu de jiu-jitsu pendant le cours. Alors, dans mon club, oui, parce que Baboulin aimait bien justement cette partie. Après, ça a rapidement il y a eu scission. Enfin, scission, c'est pas le mot. Il y a eu spécialisation. Plutôt. Spécialisation, voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais. Et des clubs de jiu-jitsu, c'était un club de jiu-jitsu, c'était pas un club de judo. On n'a pas le temps en fait de faire les deux dans un cours de judo. C'est pas possible. Et quand vous étiez à Marseille, par exemple, il y avait cet aspect du jiu-jitsu qui était pratique. Non, jamais de la vie. C'était vraiment la priorité à la. Non. Ah ouais, d'accord. Non. Ça alors. Ok. Non, c'est vraiment deux aspects du judo complètement différents. Même si le judo est issu du jiu-jitsu, non, vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. Ok. Alors, dans la FFJDA, il y a eu quelques années dans lesquelles la FFJDA a incorporé le karaté, le kendo et puis d'autres arts martiaux. Au tout début, oui. Est-ce que ça a influencé votre parcours en quoi que ce soit? Rien du tout. Rien du tout. Bon, comme ça, c'est réglé. Oui, c'est clair. Votre avis sur les nouvelles modes, self-défense, les nouveaux arts martiaux qui arrivent en France, est-ce que vous suivez ça? Est-ce que ça a un intérêt pour vous? Pas un grand intérêt. Je regarde ça, je suis un peu amusé parce que je pense qu'il y a des gens qui trouvent une vocation et qui trouvent un moyen de gagner leur vie, je sais pas, J'ai bien compris. En créant des sports qui existent ou qui n'existaient pas, ils créent un sport, donc ils deviennent directeurs techniques d'un sport, etc. Ouais. Donc pour vous, tous ces nouveaux arts martiaux qui arrivent, toutes ces nouvelles méthodes, c'est plutôt quelque chose de commercial? Je peux me faire des amis. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vous-même un rôle dans l'organisation du judo sur la Côte d'Azur Non, pas du tout. J'ai été examinateur pour les katas pendant des années. Et en fait, c'est très difficile de s'occuper de son club, surtout comme c'était pour moi à l'époque quand j'ai commencé, parce qu'au départ, j'avais que des jeunes. Ensuite, j'ai eu des plus en plus grands. Ensuite, j'avais des benjamins, des minimes, des cadets, des juniors, des seniors. Les suivre en compétition par équipe individuelle, c'était une usine à gaz. Et c'était pas évident. D'accord, donc oui, c'est très difficile à la fois d'avoir un rôle, disons, fédéral et en même temps de s'occuper de son club. Oui, je pense que ceux qui ont un rôle fédéral, ce sont ceux qui sont à la fin de leur parcours judo en tant que professeur, à la retraite par exemple, et qui à ce moment-là trouvent un moyen de s'occuper en judo. Voilà, moi, c'est pas le cas, je vais toujours au championnat de France, au championnat de département, de région, des poussins, des benjamins, ça m'intéresse, donc voilà. Est-ce que vous organisez avec votre club des démonstrations? Jamais. Jamais? Si, je dis jamais, si, on a fait la nuit des arts martiaux dont s'occupe Michel Clermont. Michel Clermont, oui, il m'a demandé cette année, donc cette année on a participé à une démonstration. Ça aussi c'est un élément, j'ai pas pensé à en parler, Monsieur Baboulin par exemple nous faisait faire une démonstration à l'école du port qui était l'école où j'étais d'ailleurs, et qui était à côté du club de judo, et pour la fête de fin d'année, on amenait nos tapis, on mettait les tapis sur la scène, et alors on se déguisait, alors on mimait, alors il y avait une femme qui poussait un landau qui se faisait attaquer, en fait c'est pas une femme, c'était un barbu, mes amis qui étaient barbus, et qui se faisait attaquer, et l'autre se défendait avec des prises de judo, ça c'était pour faire rire les gens, on faisait la publicité comme ça, je me souviens à l'époque, c'était amusant d'ailleurs. D'accord, et ça se fait plus du tout? Ça se fait plus du tout je crois. Est-ce que vous trouvez que c'est pas dommage Oui, c'est dommage, et on l'a eu fait il y a encore quelques années, je dépêchais un de mes anciens élèves, sur l'école, à l'endroit où on est, notamment à Fabron, boulevard Napoléon III, à la fête de fin d'année, on faisait toujours une petite démonstration, et c'est vrai que ça nous ramenait des élèves, parce que les gosses, le judo, c'est quelque chose d'impressionnant. Ok. Et donc du coup, oui, c'est vrai que j'ai vu ça aussi dans les archives, c'est-à-dire que quand je regarde les articles de presse, il y a eu beaucoup de démonstrations dans les années 50, 60, 70. Énormément. Et maintenant, ça a l'air d'être le désert. Alors, est-ce que c'est pas parce que le judo maintenant est très connu en France? C'est ça, je pense que c'est lié à ça. Et puis, il y a Internet, on n'a plus la même obligation de faire de la publicité, le même souci de se faire connaître. Le judo, c'était quelque chose de méconnu. On mélangeait le judo avec d'autres sports, notamment peut-être la lutte, tout ça. C'était pour vraiment montrer ce qu'était le judo.
aux gens, donc il n'y avait que le moyen de faire une démonstration dans les écoles ou autres. Hein. Est-ce qu'il y a des événements historiques dont on n'a pas parlé et qui sont importants pour votre parcours ou pour votre club sur la Côte d'Azur? Alors, je ne suis pas encore rentré dans la dernière partie de votre parcours de professeur. Est-ce qu'il y a des événements qui se sont produits quand vous étiez élève ou quand vous étiez jeune professeur qui étaient importants sur la Côte d'Azur, des grandes compétitions, des grands stages? Non. Alors, il y a une chose qui m'a marqué étant enfant. Monsieur Midan avait organisé un gala de judo et il avait fait venir Jean-Jacques Mounier, Jean-Paul Coche et Jean-Claude Brondani, qui étaient les médaillés olympiques français de l'époque. Je ne saurais pas vous dire en quelle année c'était, ça sera facile à trouver puisqu'il suffit de regarder quand est-ce qu'ils ont été médaillés olympiques, c'était sûrement l'année qui a suivi ou 2 ans après. Il avait fait venir les médaillés olympiques qui ont affronté une ligne de 10 ceintures noires de la région. Et c'était magique. Moi, ça m'avait... j'en garde 40 ans, 50 ans après, j'en garde des souvenirs. C'était magique. C'était où, à Nice? À Nice, si je me souviens bien, mais j'étais gosse, c'était à la salle Pasteur. D'accord. Il y avait beaucoup de public. Mhm. Alors, rien de comparable avec ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, mais il y avait pas mal de gens. Et c'était... Mais alors, il y avait des prises. Il y avait notamment Berriot, à l'époque, qui était à moins de 100 kg, qui était très costaud, qui avait fait lui aussi une ligne, parce qu'il y avait 2-3 judokas de la région. Et il y avait vraiment des mouvements extraordinaires, des choses, des mouvements impressionnants. Ça m'a vraiment marqué étant enfant. D'accord. Et après, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est Hirano. Quand je le regardais faire le judo, il avait un style, c'était... je trouve pas les mots, c'était un artiste. Le voir faire du judo, c'était un artiste. Et c'est comme Maître Mifune? Ouais, mais... Hirano, je vous assure que c'est comparable à rien. Moi, j'en garde un souvenir, mais alors, il prenait tous les judokas de la région, par exemple Berriot, et Hirano faisait 73-74 kilos, hein. Berriot, il en faisait 100. Et c'était apocalyptique. D'accord. Et à part ces compétitions et ces quelques démonstrations, il y avait des grands stages organisés dans la région sur la Côte d'Azur? Oui, il y avait le stage organisé par Daniel Pinatel. Alors, c'est peut-être pas à cette époque-là, c'est peut-être un peu après, je me souviens pas bien. Un stage qui était organisé par Daniel Pinatel, ça devait donc être à Cannes? À Sophia Antipolis, sur les hauteurs. Oui. Okay. Donc, ils ont un complexe là-bas avec des... C'est au dojo de Sophia Antipolis? Oui, au dojo de Sophia Antipolis. Et à part ces événements-là, je sais qu'il y a eu une époque où il y a eu des stages d'été, des stages estivaux, des stages qui... en particulier à Cannes, à Nice, à Saint-Raphaël. Cannes, c'est le stage dont je vous parle. Il y avait le stage de Beauvallon, je crois. Beauvallon, oui. Beauvallon. Vous y avez participé? Non, je n'ai pas participé. Ni même à celui de Cannes d'ailleurs. Moi, je faisais des stages dans le Lot. Il y avait le stage de Villeneuve-sur-Lot, qui était un stage très important. À l'époque, il y avait une centaine de judokas. Et celui qui s'occupait du stage, c'était Maître Lebert, qui est toujours vivant, qui est très âgé maintenant, qui avait la réputation d'être... au Japon, d'être peut-être le meilleur judoka européen à l'époque, et effectivement c'était un sacré judoka, qui est un ami vous voyez justement bientôt Alary, je crois que c'est le meilleur ami de José Alary. D'accord. Il y a un élément que je n'ai pas évoqué encore et qui est assez important quand même pour le judo de ces dernières années, c'est l'adaptation du judo pour les personnes en situation de handicap. On n'en a pas parlé. Est-ce que vous avez déjà il faut avoir des pratiquants dans le club, c'est pas toujours le cas? Alors j'en ai eu, mais j'ai jamais cherché à en avoir. Mon histoire personnelle, mon père était amputé, il avait été amputé d'une jambe pendant la guerre d'Indochine, et j'ai toujours souffert enfant de l'handicap de mon père. C'est quelque chose, et puis j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là, et les gens qui sont en situation de handicap. Mais j'ai eu des gens comme ça, j'ai eu notamment plusieurs trisomiques, et qui étaient parfaitement intégrés au club. Et c'était un plaisir de les avoir, ils étaient adorables, rigolos, voilà, c'était... Et vous devez faire un effort d'adaptation pour enseigner, je suppose, dans ces moments-là? Oui, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de s'en occuper, de faire un cours dans le cours. On les incorpore le plus possible, à un moment donné, ça a des limites. Donc il faut prendre le temps et de leur donner de l'attention, de s'occuper d'eux, et c'est à ce titre que c'est intéressant pour eux aussi, parce qu'autrement... Alors une question sur la fusion de votre club, si j'ai bien compris, avec un autre club de judo. Alors je ne suis pas judoka, je n'ai pas saisi l'affaire. Votre club a incorporé un autre club niçois, c'est ça? D'autres clubs niçois, on a fait l'alliance, c'est pour ça qu'on a rajouté dans notre nom du judo Alliance. D'accord. Le but de ça, c'est de travailler sous une même bannière avec d'autres clubs dont on partage les idées, l'idée qu'on se fait du judo, donc de partager en tous les sens du terme, les entraînements parfois, les stages, les déplacements, voilà, c'est ça. Ça existe depuis quand cette fusion?
Quelques années, je ne saurais pas vous dire, 5-6 ans. Ah d'accord, donc c'est très récent, c'est depuis 2015, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, dans ces eaux. Ok, parce que en fait, j'ai vu qu'il y avait... Bon, historiquement, il y a toujours eu des clubs à Nice. Le premier, je crois que c'était celui qui avait été ouvert en 47. Le Judo Club de Nice. C'est lui qu'on a pris, le premier avec lequel on a fusionné. D'accord. Alors on a fusionné quand monsieur Maître Bogaert, qui était 6e dan, qui était le fondateur avec Madame Bogaert du Judo Club de Nice. Quand monsieur Bogaert est mort, son principal élève, c'est Bernard Bondelot, qui est un ami d'enfance. On se rencontrait quand on était gamin, à Benjamin, minime, cadet. Donc on est vraiment amis. Et Bernard a repris le Judo Club de Nice, et à un moment donné, on partageait aussi non seulement on était amis, mais on partageait la même idée du judo. Et donc on a décidé de s'associer un petit peu. D'accord. Donc on a mis ça en place, et ensuite donc on a le premier club avec lequel on a collaboré, on a fusionné, c'est le Judo Club de Nice. Et par la suite, on a pris avec nous le Racing Nice, la SBTP Nice de Carl Spinoza. Le Racing, c'est Sylvain Rançon et Frédéric Latruffe. Le club de Bar-sur-Loup. D'accord. Oui, Bar-sur-Loup, c'est un petit club, mais là aussi, ils ont un bon professeur et qui s'occupe bien d'eux, et de Bar-sur-Loup. Et aussi le club de Carcenti de l'Étoile Saint-Barthélemy, qui est un club plutôt FSGT. Voilà. Et le club de Paris. Eh oui, le club de Paris du JCRV. D'accord, ça alors. Oui, ça alors. Et donc tous ces clubs-là, administrativement parlant, ça devient une même association, ou comment ça se passe? Non, on reste indépendant. À partir d'un certain âge, les cadets, voire les minimes, on les licencie sous une même manière, Nice Judo Alliance. Autrement, chacun reste indépendant. On partage le haut niveau, les stages, les déplacements. Oui, donc ça fait une émulation. Surtout, on représente 1500 licenciés. Oui, vous faites des interclubs avec ces différentes sections. On ne l'a pas fait, mais par contre, il était question qu'on fasse une rencontre. On était invité pour faire une rencontre là, début janvier, qui venait d'être annulée à cause du coronavirus. Nos enfants représentaient le même club. D'accord. Voilà. L'idée aussi, c'est de faire jeune, de donner à ses enfants l'idée d'une seule et même bannière, qu'ils soient fiers de représenter le club, un peu comme l'OGC Nice avec d'autres clubs filières. D'accord. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas aussi un moyen d'avoir une superstructure face aux autres clubs? Oui. Ok. Et ça vous apporte un poids au niveau fédéral, ou qu'est-ce que ça vous... C'était pas innocent, c'était l'idée aussi de représenter une force. Il me reste une seule question, ça s'appelle le mot de la fin. Je pars du principe que les interviews, que ce soit sous format écrit ou vidéo, ça peut être regardé ou lu dans 50 ou 60 ans. À ce moment-là, s'il y a un jeune judoka qui nous écoute ou qui nous lit dans 50 ou 60 ans, est-ce qu'il y aurait un conseil ou une idée que vous aimeriez transmettre, quelque chose que vous aimeriez qui passe à la postérité? Je n'ai pas grand-chose à dire qui passe à la postérité, mais je pense que le judo est et restera quelque chose d'exceptionnel. Et même dans 60 ans, je pense que c'est quelque chose qui... Parce que c'est pas seulement un sport, on le dit toujours, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une école de vie, mais c'est très vrai. Moi, je vois les gens qui sont passés par le judo, mes élèves, ils ont eu quelque chose, ils ont eu plus de force. Et aujourd'hui, ils m'en remercient, souvent ils ont toujours réussi à s'en sortir dans la vie. Voilà. Donc c'est des gens à qui ça a appris le respect, le goût du travail, parce que le judo, il faut se remettre sans cesse en question. On peut être le champion d'un jour et le lendemain se faire plumer. Et ça, c'est vraiment propre au judo. Et puis quand on est plumé au judo, on est sur le dos et ça fait mal. Ça fait mal physiquement peut-être, mais aussi mentalement, parce que tout le monde regarde, c'est une humiliation, là, on se fait terrasser. Et voilà, donc c'est un sport très 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 enrichissant. Donc c'est pour moi le sport qui est le plus éducatif, qui amène le plus de choses. Pour un enfant, le timide, ça lui apprend le courage. Et celui qui est un petit peu terrible, ça le calme et ça l'apaise. Ok. Parfait, eh ben, on a fini. Ben, je vous remercie d'abord. Je vous en prie, c'était un plaisir.